Jules Verne. Alors Jules Verne, c'est quelque chose, et c'est pareil, lui, il va avoir un... Alors c'est une photo de Nadar, c'est un tout premier de la photographie, une super photographie, Nadar, le grand de la photographie. Admirateur des technologies, le voyageur imaginaire de la Belle Époque. Tout le monde, même les ados aujourd'hui, idéalisent la Belle Époque. Il y a un look Belle Époque avec, vous voyez, ces choses fantastiques, la Tour Eiffel, ces gares remarquables, enfin une époque qui a marqué le progrès de l'humanité. Alors voilà ce qu'il dit, lui, il considère que tout ce qui est dans la limite du possible doit être et sera accompli. Alors il n'est pas du tout scientifique non plus. C'est un littéraire qui s'intéresse à la science et à la technologie. Alors il en aura le complexe, mais dans tous ses livres, il vérifie que tout est technologiquement possible. Il n'arrêtera que 5 ans avant la fin de sa vie sur l'influence de Wells, qu'on va voir en disant « c'est pas nécessaire. Si tu veux créer, il ne faut pas te bloquer sur ce qui est technologiquement possible. » Aujourd'hui, en projetant. Et il dit, tout ce qui est impossible reste à accomplir. Il dit, nous connaissons désormais la majorité des choses qui peuvent se mesurer dans ce monde, à l'exception des limites de l'ambition humaine. Et donc, vous voyez, rien qu'à sa tête, c'est un grand... Il est fasciné par la technique, par le voyage, par la beauté. Il va en fait romancer toute la Belle Époque. Il va la rendre belle par tous ces ouvrages, 62 voyages extraordinaires. Que vous connaissez, les grandes œuvres toujours lues sur la Terre entière, qui va idéaliser la grande vague d'innovation de la Belle Époque. Le tour du monde en 80 jours, 20 milieux sous les mers, etc. Rentre là-dedans, si vous voulez, on ne voit pas le côté hard de la tech qu'il découvrira plus tard. Il réinvente le genre des livres de voyage, d'aventure, de science-fiction, visionnaire, puisqu'il a toujours un temps d'avance, il voit où la technique va mener, faire voyage sur la Lune, il fait des choses. À part le voyage au centre de la Terre, pratiquement tout s'est passé comme il avait vu, mais il était raisonnable dans ses projections, diront les gens de la science-fiction. Certains disent non, c'est pas un auteur de science-fiction, c'est pas tout à fait ça. Chacun a sa vision. Hein. Alors lui, il faisait des nombreuses recherches et que ça s'appuie sur des données scientifiques et géographiques réelles. Alors il y a un mythe, on dit mais il a fait des voyages extraordinaires, il n'a jamais voyagé, jamais sorti de chez lui. C'est pas tout à fait vrai. Il a eu 3 bateaux à notre connaissance. Il faisait des voyages côtiers. Il a fait tout le tour de l'Europe. Donc il n'a pas fait des voyages extraordinaires en Antarctique, au bout du monde, au centre de la Terre, mais il aimait le bateau et le voyage, si vous voulez. Donc il a fait un lien de voyage qui était très sage. Alors le désenchantement, sa fin de vie est assez désenchantée, en fait. Deuxième étape littéraire, hein, le ton de ses écrits change assez radicalement. Déjà, il s'imprègne pas seulement des données scientifiques d'aventure et d'exploration, hein, influence de Wells, qu'on va voir. Sa thématique se concentre plus sur les dangers de la technologie forgée par des scientifiques pleins d'arrogance. Il adopte un ton plus pessimiste en montrant au lecteur les conséquences de certaines avancées scientifiques. Il a fini sa phase de glorification, si vous voulez, avec ses superbes livres. Rien qu'à voir la couverture, vous savez que ça va être bien. Alors, il faut savoir que sa notoriété n'est pas du tout la même en France que dans les autres pays. En France, en fait, on l'a toujours considéré comme un auteur pour enfants, un petit peu comme... Pourquoi ? Ben, lui, il a toujours refusé d'éditer chez quelqu'un d'autre que l'éditeur de jeunesse. Il a toujours resté dans un éditeur de jeunesse. Alors, il a reçu la Légion d'honneur pour son apport à l'éducation, pour les enfants, à la science, mais on le cantonne en livre pour enfants. Il a édité chez Hetzel toute sa vie. Or, c'est un éditeur pour la jeunesse. Par exemple, j'en ai une anecdote. Le jour de son enterrement, il y avait des représentations pratiquement de tous les États de la Terre. L'empereur d'Allemagne envoyait, le gouvernement français n'envoyait personne. C'était la mort d'un écrivain pour enfants. Alors que ces livres ne sont pas réservés aux enfants, pas les adultes, c'est des livres... Dans le reste du monde, vous ne voyez pas ça comme ça. Mais le fait que ce soit beau comme ça fait livre de gosse. Bon. Donc il avait quelque chose dont il souffrait assez quand il était invité à l'étranger, c'était une star absolue. En France, on dit, ah ben, faut amener les gosses, quoi. Vous voyez, en gros, on offre ça à Noël pour les enfants. Alors pourtant, dans le monde entier, quand vous regardez les biographies des gens, des générations de scientifiques, d'inventeurs et d'explorateurs ont dit avoir puisé leur motivation et les inspirations dans l'œuvre de Jules Verne. Ça leur a donné envie de faire l'ironie, donné envie de faire des choses, pas seulement enfant. Ça rappelle ce qu'un homme peut imaginer, d'autres hommes sauront le réaliser. C'était sa grande phrase. À partir du moment où c'est fait, donc décalage, on verra le décalage un peu qu'a Houellebecq. Donc, mais il y a une notoriété mondiale totale et toujours des sorties nouvelles, des illustrations, on refait des films. Enfin, ça balisait, je vous dis, ça idéalise une période qui était la période de la Belle Époque, avant la guerre de Tous, où tout apparemment, la technique était belle, elle permettait de voyager, enfin, elle permettait de découvrir beaucoup de choses. Alors Wells, qui va juste enchaîner, Wells c'est un grand admirateur de Jules Verne. Hein. Il est nettement plus jeune. Alors lui,
il va être le créateur des thèmes de la science-fiction moderne, on appelle. Terrain sur lequel n'est pas allé Jules Verne. Il n'a pas fait L'Homme invisible. Vous voyez, il n'a pas fait La Guerre des mondes. Lui, il va avoir une approche différente. Déjà, c'est un grand progressiste. Il croit à un progrès continu et il va passer au cours de sa vie d'une vision progressiste du monde extrêmement positive à une vision extrêmement négative. Je vous mets 3 citations de lui à 15 ans d'écart chacune. Alors, première, nous entrons dans une ère de progrès qui se poursuivra sans cesse plus vaste, sans cesse plus confiante à tout jamais. Un peu 15 ans après, l'histoire de l'humanité devient de plus en plus une course entre l'éducation et la catastrophe. Et je donne une des dernières, c'est pas la pire. Le monde humain n'est pas seulement en faillite, il est liquidé, il ne laissera rien derrière lui. Tenter de décrire une fois encore la forme des choses à l'avenir serait vain. Il n'y a plus de choses à venir. Donc il finit, il est un des grands-pères de la Société des Nations. Ça n'empêche pas la Deuxième Guerre mondiale. Donc il n'a plus du tout la même vision. On dit, mais en fait, la technique, c'est aussi à ce que la guerre soit beaucoup plus violente. Donc il va glisser pendant sa vie. Alors, premier roman, des romans scientifiques, un grand nombre de thèmes devenus les grands classiques de la science-fiction. La machine à explorer le temps, typique de la science-fiction. L'île du docteur Moreau, la manipulation avec les espèces et tout. L'homme invisible, la guerre des mondes, c'est largement influencé par les œuvres de Jules Verne, dit-on. Il est allé là où Jules Verne ne voulait pas aller parce que lui, complexe du littéraire, il ne veut pas dire des trucs scientifiquement, il va se faire aligner sinon. Alors que ce n'est pas la vision de Wells. Il dit c'est pas ça. Et d'ailleurs, il va être plus créatif au niveau de l'anticipation de nouvelles techniques, on va voir. Il refusait le titre de Jules Verne anglais, parce que Jules Verne était très connu, on disait c'est un Jules Verne anglais, il disait non, moi c'est des œuvres d'imagination, et Jules Verne c'est de l'anticipation. C'est pas pareil. Je n'ai pas ce but-là, et lui c'est pareil. Tous les gens que je vous parle n'ont pas une... À part Lewis Carroll, n'ont pas une formation scientifique importante. Ce sont des littéraires, fondamentalement. Donc, il ne voulait pas montrer ce qu'allait se produire, mais imaginer des mondes futurs beaucoup plus romanesques, beaucoup plus ouverts, à orienter l'évolution du monde pour éviter le pire et le rendre plus sage, disait-il. Montrer où ça pouvait aller. Alors, vous voyez ces grands chefs-d'œuvre, Machine à remonter le temps, Une histoire des temps à venir, Les premiers hommes dans la Lune, La guerre des mondes, L'île du docteur Moreau, L'homme invisible. Les nouvelles sont aussi remarquables, 26 nouvelles fantastiques de H.G. Wells. Voilà, Machine à explorer le temps, qui est une des toutes premières œuvres. La guerre des mondes qui a marqué tout le monde, et puis on va voir ce qu'on a fait. Orson Welles, pour le coup, lui, il était fort, qui est violemment pessimiste, la guerre des mondes. Les films sont oppressants quand on les regarde, avec alors, des machines qui sont des robots tueurs. L'île du docteur Moreau, L'homme invisible. Alors, il est toujours d'une extrême actualité, très utilisé dans les écoles, dans tous les gens. Expédition avec Wells, c'est d'ouvrage récent, La vie future, vu par Wells. C'est le grand auteur, avec l'imagination assez débordante. Alors, il a fait des anticipations géniales, c'est-à-dire la désintégration radioactive, dans The World Set Free, paru en 1914, Destruction libératrice, contient ce qui est considéré comme la meilleure intuition prophétique. Léo Szilard, qui sera le premier à voir la théorie de la réaction nucléaire, il dit c'est lui qui m'a inspiré ça. Il a dit ça développera une énergie considérable parce qu'elle s'entretiendra elle-même et il décrit ce qu'une réaction en chaîne. Et donc, celui qui l'a conçu, le scientifique, vous dit oui, c'est venu, il y a bien eu inspiration. C'est là où il dit oui, mais si on laisse totalement place à son imagination, on va peut-être trouver des choses différentes que de projeter l'application de la technique. Il a la réputation d'être indirectement l'inventeur de la reproduction mécanique vie animée qui aboutit à la robotique, notamment par ces énormes robots de la guerre des mondes, qui sont effectivement effrayants, robots tueurs, comme on a aujourd'hui. Et alors, une des visions, c'est l'encyclopédie. Il décrit ce que serait, dans World Brain, une encyclopédie mondiale permanente qui s'appelle World Encyclopedia, qui sera réalisée avec Wikipédia. Il en a rêvé, ça a été fait. Il est aussi, alors au niveau des jeux, c'est pareil, ce qu'on appelle les wargames. Il est le grand concepteur des wargames, notamment ceux avec figurines qui se passent dans des arénas. Vous le voyez ici, c'est League of Legends, comme si vous y étiez, pour ceux qui connaissent. C'est exactement ça. Il est le concepteur de ce qu'on sont être les grands jeux coopératifs internationaux ensemble. Vous voyez, pratiquement, ils ont gardé le même type d'apparence et de fonctionnement. Ça s'appelle Little Wars. Donc, extrêmement, son approche de dire je laisse libre recours à mon imagination. Effectivement, je parle de technologies qui n'existent pas encore. Finalement, on s'aperçoit qu'il a une influence sur les technologies qui sont arrivées.
Alors lui, il faut savoir que lui, toute la dernière partie de sa vie, il essaie d'arrêter la guerre. Il connaît la guerre de 14 qui est horrible et il travaille avec la Société des Nations qui a pour but d'essayer d'éviter... Alors les efforts de Wells pour aider la création de la Société des Nations se soldent par une profonde déception lorsque l'organisation s'avère incapable d'empêcher la Seconde Guerre mondiale. Ça le rend de plus en plus pessimiste dans son dernier livre, Mind at the End, le dernier. Il juge que ça ne serait pas si mal s'il avait remplacé l'espèce humaine par une autre espèce. Alors ça va jusque-là, je vous lis ce qu'il dit. L'espèce humaine est en fin de course. L'esprit n'est plus capable de s'adapter assez vite à des conditions qui changent plus rapidement que jamais. Nous sommes en retard de 100 ans sur nos inventions. Cet écart ne fera que croître. Posture que va donner Einstein également, en disant notre sagesse ne va pas assez vite par rapport aux outils qu'on crée. Alors, il va être considéré comme un grand socialiste, il veut une société... À un moment, il croit à Lénine, puis il s'aperçoit que c'est pas bon, donc il n'y a pas du tout ça. Mais il reste célèbre surtout par ses romans, notamment il sort des choses, vous voyez, ce que sera la Grande Paix par Wells. Après la Grande Guerre, il dit on va voir la Grande Paix, on a compris qu'il ne fallait plus jamais ça. Il décrit une société, il dit quittant le domaine des rêves, les utopies en viendront à se dessiner en projet exécution, l'humanité entière façonnera l'État mondial définitif, juste et beau, vaste et fécond, qui ne sera plus une utopie puisqu'il sera notre monde, voilà à quoi il a cru. Il s'appuie sur Platon, il décrit une société idéale de l'avenir gouvernée par un État mondial où les femmes sont émancipées, le racisme est refusé, la machine libère l'homme, l'économie est contrôlée pour le bien commun. Vous voyez, économie du bien commun, risque à la dérive technologique, ça c'est Wells, faut le voir dans son ampleur, puisqu'il est témoin de cette époque-là, et il s'aperçoit que ça repart comme en 14, avec la Deuxième Guerre mondiale, et qu'en fait, on n'arrive pas à maîtriser ce flot de technologie. Bon. Alors ici, il y a une conférence, j'aurais aimé faire un mardi de l'innovation avec ces deux-là, la grande conférence du 20 mai 1900, l'exposition universelle, conférence sur le futur avec Jules Verne et H.G. Wells, tous les deux. Punaise! Vous imaginez le coup, quoi. Alors, vous voyez, Jules Verne, il est déjà assez âgé. Wells, c'est plus jeune. Il rend hommage au grand, puisque c'est le... Ah, dites donc, j'aurais voulu y être, quoi. Et puis, rien que l'affiche, elle était bien, vous avez remarqué, quoi. Voilà, ça, c'est... Pour nous, c'est l'idéal. Hein. Il faut trouver le Jules Verne et le Wells d'aujourd'hui, hein, parce qu'on va se contenter... Voilà, je le cite juste, puisqu'il y a un enchaînement évident entre les deux personnes. Hein. Alors Orson Welles, qui a un E à la fin de son nom et qui n'est pas du tout... voilà. Mais il y a un lien puisqu'il va se faire connaître mondialement grâce à la guerre des mondes de H.G. Wells. Lui, il est metteur en scène. Alors il faut voir un metteur en scène, il veut mettre ça en scène, mettre ça en image, mettre ça en vie. Il adore la littérature, c'est un des plus grands connaisseurs de la littérature mondiale, mais il dit, dans le livre, on le ferme, il ne bouge pas, il y a rien. Les gens ne vont pas aller dedans parce qu'ils n'aiment pas lire. Moi, boum, je rends ça vivant. Et donc, je vais mettre ça en image, en radio, en cinéma, en télévision. Donc, il va mettre en scène plus de 150 grands textes de la littérature mondiale, plus ses propres œuvres. Alors, il dit, je suis metteur en scène de théâtre, décorateur, peintre, romancier, illusionniste, comédien, réalisateur de films. Je m'étonne d'être venu si nombreux, dit-il. En plus, il est producteur, scénariste. C'est le touche-à-tout génial, absolu. Hein, et alors, gamin, il est enfant prodige, il apprend à lire, il apprend un truc beaucoup plus vite que les autres. Du coup, il ne fait pas d'études. Parce que ça le gonfle, en gros. Enfin, il ne va pas faire d'études structurées. Il va être pris comme commis et d'autres. Mais il apprend tellement vite qu'il sait tout faire. Donc, il est dans un cas un peu particulier. Il s'intéresse à tout, apprend très vite. Il n'a que 25 ans quand il signera Alice Citizen Kane, que tous les grands cinéastes et trucs considèrent comme l'œuvre absolue du cinéma, hein, qui déclenche tout. Donc, coup d'essai, coup de maître, on peut dire, bien qu'à 22 ans, il a fait le coup de la guerre des mondes. On va voir. Il lit énormément, devient un des meilleurs connaisseurs de la littérature mondiale, toute, connaît toute la littérature française. Pour lui, il n'y a rien acheté dans la littérature mondiale, mais les gens n'y vont pas. Bon. Et donc, de tous les temps, il adaptera une centaine de chefs-d'œuvre en art vivant par le théâtre, la radio, le cinéma, la télé, les rendant accessibles à des dizaines de millions de personnes. Parce que s'ils le voient réellement, ça va les frapper, ils ont envie de le lire. Alors, il commence par un coup terrible, en montant à 22 ans le plus grand canular radiophonique du siècle. Hein, il se fait connaître en 1938. Alors, il a lu Wells, celui qui porte son nom sans un E, mais qui n'est pas de sa famille, notamment La guerre des mondes. Il trouve ça incroyable. Et donc, il va la mettre à la radio, en faisant croire qu'il y a une véritable attaque. Vous voyez, le New York Times, le lendemain, le Daily News, fake news. Alors, hein, terreur sur une partie des États-Unis, puisqu'il va l'interpréter, il dit qu'il faut rendre ça vivant, il interrompt une émission en cours sur les trucs, un faux bulletin d'information, en disant, voilà, les aliens viennent d'attaquer la Terre, enfin, il met ça, il dit, si ça arrivait il fait comme si c'était pour de vrai. Alors sa capacité de mise en vie, de mise en scène, n'est pas
Elle entraîne que Hollywood lui offre un boulevard, parce que faire un coup pareil, et tout le monde croit qu'il y a une attaque extraterrestre, il a failli y avoir des morts, enfin les gens paraient de chez eux, ils repartent en bon. Alors ça touchait qu'une partie des États-Unis, hein, mais enfin c'était quand même important. Cette diffusion fait trembler une partie de l'Amérique, impose le nom de son auteur au pays tout entier, Hollywood ouvre ses portes. Hein, la plus grande société de production lui propose un contrat sans équivalent, 2 films dont il aura la totale responsabilité. Non seulement acteur, scénariste, fait ce qu'il veut. Il dit c'est la seule fois où j'aurai une totale liberté sur ce coup-là, et alors il ne va pas rater son coup, il va faire Citizen Kane. Alors Citizen Kane, premier film, il n'a pas couvert ses coups, il ne marche pas très bien au début, alors qu'il va devenir... Pour aujourd'hui, si vous demandez, si vous regardez les plus grands films de l'histoire, hein, pour la majorité des critiques, des cinéastes, des cinéphiles, c'est le meilleur film de tous les temps. Hein. Film particulièrement vanté, innovation cinématographique, narrative, tout est... Il fait tout. Il est le principal acteur, il est le concepteur, il est l'écrivain, il fait tout. Bon, il aime bien tout faire, vous avez vu, il est arrivé nombreux sur Terre, comme il dit. Hein, sorti en 1900... Alors pourquoi il prend une dimension? Encore aujourd'hui, on ressort pourquoi? Il part de la carrière, en fait, d'un monde de... Il s'est inspiré de la vie d'un magnat de la presse, Randolph Hearst, qui naît... Au début, il a un idéalisme d'intégrité. Il veut changer le monde bénéfiquement, intègre jusqu'à l'os. Puis il évolue progressivement vers une accumulation sans limite de pouvoir et de richesse, à l'image de ce que sont devenus les GAFA. C'est-à-dire qu'à fin, ils ont tout le contrôle, toute la donnée, ils font ce qu'ils veulent, alors qu'au départ, c'était soi-disant pour... Et donc, il est visionnaire aussi dans la possibilité qu'il naisse un pouvoir privé qui contrôle les médias. Hein. Alors, il y est auteur, réalisateur, producteur, acteur principal, une liberté totale de création, un contrôle complet qu'il ne retrouvera plus jamais. Parce que malgré tout, après sa sortie, il ne marche pas terrible, et c'est petit à petit que ça deviendra une icône même du cinéma, il faut voir Citizen Kane. Et surtout aujourd'hui, ça prend une dimension, si vous voulez, anticipatrice et énorme par rapport au sujet. Alors après, c'est lui, vous voyez là, il est jeune, hein, il démarre, mais... C'est un personnage, il est très grand et costaud. Alors lui, il vous dit, j'ai pas fait d'études, mais si, c'est pas qu'il n'a pas fait d'études. Les gens qui apprennent tout ça, ils apprennent toute leur vie, donc ils en savent beaucoup plus que quelqu'un qui a fait 2 années de prépa et 3 années d'ingénieur, puisqu'ils apprennent tout le temps, les autres pensent que c'est fini. Et donc très souvent, on va voir des gens brillantissimes qui sont autodidactes. Lui, il apprend tout, il lit tout. Et il dit, moi j'ai 2 personnes qui m'ont, je leur dois tout, c'est mon père et ma mère, ce qui est rare par les temps qui courent, surtout sur les ados. Hein. Alors il vous dit, je vous donne la description. Mon père était bon vivant de l'époque édouardienne, il aimait se dire inventeur. Bon, il était généreux et tolérant, adhéré de tous ses amis, je lui dois une enfance privilégiée, l'amour des voyages. Il voyage beaucoup avec son père. Ma mère était une femme d'une beauté mémorable, elle s'occupait de politique, était une championne de tir au fusil, ainsi qu'une pianiste de concert très douée, elle faisait des concerts dans le monde entier. Je tiens d'elle l'amour de la musique et de l'éloquence sans laquelle aucun être humain n'est complet. La mère est intéressante par à la fois son tir au fusil, et son piano et son éloquence, voilà. Donc voilà. Alors Orson Welles veut donner vie au chef-d'œuvre de la littérature mondiale. Hein, et donc il fera toute sa vie les rendant accessibles à tous. Des grands films, des émissions de radio, des séries télé, du théâtre. Hein, le procès, par exemple, de Kafka. Voilà, qui va dire il faut que les gens voient ce que c'est, parce que sinon, ils n'iront pas. Et du coup, il fait découvrir ses œuvres fondamentales un peu à toute la Terre. Alors ici, vous voyez 2 cas différents. Là, 3e homme, c'est Graham Greene, c'est un grand auteur, donc c'est lui qui va le mettre en scène, il est à son service, c'est ce qu'il fera généralement, mais il fait des œuvres tellement... Lui, il a quelques films singuliers, conçus totalement par lui, comme La Dame de Shanghai, qui est un chef-d'œuvre, un petit peu comme vous avez Citizen Kane. Et donc, je dirais, c'est un des meilleurs metteurs en ondes, metteurs en scène, metteurs en vie. Mais c'est ce qu'il disait, je mets en vie cela. Et vous voyez, ça a donné accès à 50 millions de personnes dans le monde qui, sinon, ne seraient pas allées lire Kafka ou choses comme ça. Voilà. Alors, je passe du coq à l'âne, mais c'est volontaire, hein, c'est des éclats comme ça qui viennent. André Gide, mais qu'est-ce que fait André Gide là? Ringard, tout. Enfin, je passe André Gide particulier. Mais lui, c'est juste pour un bouquin. Je mets André Gide, parce que c'est un bouquin qui a eu de l'impact rien qu'au début. Alors lui, il vous dit, cherchez pas le salut de l'humanité dans le rattachement au passé. Ce n'est qu'en repoussant le passé, qu'en repoussant dans le passé ce qu'a cessé de servir, que progresser devient possible. C'est extrait d'un ouvrage qui s'appelle Les nourritures terrestres. Alors les nourritures terrestres, c'est très inattendu dans l'œuvre de Gide, ça n'a rien à voir avec le reste. C'est un bouquin qui se vendra moins de 500 exemplaires en 10 ans, pour vous donner une idée, dans le flop total. Parce que personne ne comprend pourquoi il a fait ça. Et après, petit à petit, ça va prendre de l'ampleur. En fait, il a failli mourir, figurez-vous, il a une maladie grave, et à 28 ans, il s'en sort alors qu'on pensait qu'il allait mourir. Il est dans la posture de celui qui a failli mourir et qui n'est pas mort. Posture qu'on trouve assez régulièrement derrière des grands inventeurs qui se disent «
Je m'en suis sorti. Si je m'en sors, alors il y en a, ils vont faire le pèlerinage de Compostelle, il y en a, ils vont monter. Ils vont dire, en fait, il faut faire ce qu'on a envie de faire avant de mourir. Donc ça donne une pêche. Et donc c'est un hymne à la joie, une aspiration profonde de communion avec la nature. C'est un poème en prose interminable, mais dedans, il y a des phrases à tomber par terre. Et ça, pas mal de gens vous diront, oui, mais moi j'ai repris confiance en disant les nourritures terrestres. Bon. Il disait qu'il s'agissait d'un livre de convalescent, écrit après une crise grave. Il prose l'éloignement de la famille, le dénuement, la liberté absolue, l'essence. Voilà, il dit, n'acceptez pas ce qu'on vous propose, il faut absolument réaliser ce qu'on a à faire. Il va faire des choses assez remarquables. Donc, livre, quelqu'un qui a été malade, et dans son lyrisme, il veut reprendre l'initiative. Et donc, il donne confiance. Ça heurtait les goûts, je vous dis, puisque personne n'en a parlé en disant que ce n'est pas vendu 500. Mais là, il va retrouver les possibilités fondamentales de chaque homme, le présent. Il dit, le problème qu'il y a, c'est qu'on est trop présent, trop prisonnier de son passé. Comme on a un passé unique, le futur devient unique, c'est une continuation du passé. La seule façon de faire le break, c'est de rompre résolument avec le passé. Il rejoint Nietzsche là-dessus, qui dit, en aucun cas, le passé ne doit servir de référence pour définir l'avenir. Sinon, on restera dans la même logique. Alors, voilà, déjà, votre histoire est projetée par votre passé. Un unique passé propose un unique avenir et le projette devant nous comme un pont infini sur l'espace. Et il se met dans la position, c'est à dire qu'on fait de l'avion. Vous avez vu les gosses qui courent comme ça. C'est-à-dire que vous avez le passé qui est derrière, vous avez l'avenir qui est devant et vous avez les mains sur les côtés. Voilà, il dit, je m'installe dans ce point de l'espace que j'occupe dans ce moment précis de durée, j'étends les bras. Je dis, voici le sud, le nord, je serai cause et c'est moi qui vais être la cause du futur. Donc, c'est un hymne, si vous voulez, à la prise de décision. C'est demain le premier jour de ta vie, on dirait aujourd'hui, si vous voulez, les chansons, mais avec des éléments assez fondamentaux. Et il dit, ce qui nous bloque, ça va être quoi? On dit, oui, mais je vais faire ça, on ne va pas vouloir, ça va être ridicule. Il dit, mais attendez, quand vous serez mort, vous ne poserez pas la question de c'était ridicule. Toute nouveauté est un peu ridicule au début, ou peut paraître comme telle. Donc, jouer sur l'utopie, donc c'est en ça que c'est un livre que des gens qui ont connu des difficultés ont trouvé une possibilité, et on le trouve cité par pas mal d'inventeurs. Parce que moi, je suis parti dans le sens inverse, je suis parti des inventeurs des inventions qui ont dit, c'est quoi mes sources? Pour remonter à ceux qui étaient à l'origine de la cause, si vous voulez. Donc voilà, pour ce bouquin-là, pour le reste, on n'a jamais vu parler de choses de cette nature. C'est une œuvre qui est sortie.